et à comprendre pourquoi ces sites-là ont tellement d'ouvrages néo-païens. Mais est-ce que ça fait pas écho à, bon, je dirais, au fameux livre de Lukács qui s'appelle La destruction de la raison à partir de... Oui, En gros, on va dire que on pourrait nourrir nos analyses en se référant à cet ouvrage-là. L'irrationalisme, je veux dire, fournit un lot d'individus aptes à recevoir ce type de délire. ouais. Moi, j'aime beaucoup ce bouquin-là de Oui, Lukács. Bien sûr, je peux faire maintes critiques. D'ailleurs, un bouquin qui a 800 pages, un bouquin qui a 800 pages, on peut faire une quantité de critiques, oui, sans oui. doute. Mais bon, même s'il y a moins de pages, on peut le faire. Mais Et, je trouve que c'est un très bon bouquin et qui va très loin et qui montre des choses très, très, très importantes. alors, justement, l'art de la dissimulation des néofascistes ou des fascistes, enfin des néofascistes, on va dire, il est poussé actuellement jusqu'à très loin. On pourrait faire référence à la nouvelle droite, euh, João. Oui, C'est-à-dire toute cette capacité qu'a eu la nouvelle droite à reformuler son discours raciste, xénophobe, en récupérant et en dissimulant grâce à des apports de théories de gens venant de la gauche d'ailleurs, ouais, il est assez manifeste depuis 40 ans en fait. ouais, ouais, Euh, ouais, je, je pense à Alain de Benoît, je pense à des gens comme ça sans qui, doute, oui, qui, ouais, qui, sans qui ont, doute. qui ont nourri justement leur lecture à la fois de Marx jusqu'aux marxistes, en passant par Sorel, Édouard Berthe ou je ne sais qui, et qui arrivent justement à réinjecter leur thématique élitiste, identitaire, au travers d'une reformulation du discours raciste camouflé dans une espèce de vocabulaire pseudo-scientifique ou justement en fonction des modes, hein, parce que quelquefois ils ont été plus tiers-mondistes que, que français, plus européens que nationaux, plus Bon, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand on est hermondiste, il faut, à nouveau, je parle de Bardèche, pendant la guerre d'Algérie, Bardèche disait le fascisme est du côté des Algériens, pas du côté de la plutocratie française. Et il fallait du courage pour le dire chez les fascistes. Parce que l'FLN, ils voyaient l'FLN comme surtout nassérien, ou nassériste, comment on dit nasser. Enfin, oui, enfin, peu importe. de Nasser. Mhm. Et d'ailleurs, il y avait des dirigeants du FLN qui avaient appartenu au parti de Dorio, mais enfin, à part ça, il disait, d'ailleurs, il a été critiqué par d'autres fascistes après-guerre, le Bardèche, par le fait qu'il exagérait cette filiation fasciste du tiers-mondisme. Je crois qu'il a vu juste, mais enfin, l'important là, c'est que cette nouvelle droite n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu si les gens connaîtraient davantage ce qu'a été le fascisme. S'ils auraient lu le fascisme. Oui, oui. Euh, Aujourd'hui, je lis des choses, par exemple au Brésil, où les multiculturalistes dominent absolument à cause de la question de race qui est très importante, et Mhm. les identitaires, il y a les quotas pour entrer à l'université, etc., etc. Pas seulement à l'université, dans les ministères, choses comme ça, quelques ministères. Euh, je vois des discours qui sont faits à la gauche, des discours multiculturalistes par des gens qui se croient complètement de gauche et qui le font en toute sincérité, mais qui sont des discours proprement fascistes. Mais alors comment tu expliques que le racisme arrive par la gauche maintenant? Quand j'étais jeune, partenaire au Parti communiste, on parlait du racisme antiraciste. C'est la façon d'expliquer ce sorte de racisme que... Ah, bon Dieu, comment s'appelait-il Oui, tu connais le psychiatre français martiniquais, Dire Frantz Fanon. Frantz Fanon. Oui, oui. Donc, cette sorte de racisme, disons, que Frantz Fanon décrivait et prônait, on l'appelait racisme antiraciste. Euh, Chez nous, là, au Parti communiste, comme ça, en parlant entre camarades. Je ne veux pas dire que ça soit écrit dans des documents, je ne sais pas s'il était ou pas, je ne me souviens pas, probablement pas. Mais c'est comme ça qu'on appelait.
En fait, c'est grave, le racisme antiraciste, et je doute fort qu'un racisme puisse un jour être antiraciste. Ou bien on est antiraciste, ou alors on ne l'est pas. Et on a vu le danger de jouer avec ces choses-là. On le voit maintenant, par exemple, avec le califat en Irak et Syrie. Euh, Mais il y a peu de gens qui fait une critique, je ne veux pas dire de gauche, mais enfin une critique sensée, sensate, raisonnable du multiculturalisme. Il y a Voline dans son livre, et il y a peu qui le font. Là, je désespère, là, quand je vois la situation actuelle. Tu ris, mais moi, je ne ris pas. Tu ris parce que tu es jeune, mais moi, Non, mais je ris pas tant que ça parce qu'effectivement, c'est des problèmes auxquels on est confronté en tant que militant. Et c'est vrai que quand on voit arriver sur la scène les concepts de race et que l'antisémitisme est encore plus présent ces dernières années sur le champ de la gauche ou de l'extrême gauche, on a effectivement quelques soucis. On a quelques problèmes. Je désespère, quand on arrive à mon âge, on n'a pas beaucoup de temps. Écoute, quand Oui. je vois chez un groupe, un mouvement social des plus radicaux au Brésil, à São Paulo, une fille noire divulguer une photo où on voit un noir fouettant des esclaves blancs qui sont en train de cueillir je sais pas quoi par terre, le coton, quelque chose comme ça, et dans le ciel souriant Martin Luther King. Ouais, effectivement, il y a un problème. Oui, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Il y a un ami qui a protesté contre ça dans un Facebook, et elle a répondu: je n'accepte pas de critiques de blancs, oui. seulement des critiques de frères noirs. Et ça, c'est dans un mouvement que c'est l'NPL, le mouvement Passe Livre, qui était le mouvement qui a déclenché toutes ces luttes d'il y a 2 ans à São Paulo, et dans d'autres villes, tous ces énormes défilés. Donc, c'est pas quelque chose de périphérique, c'est quelque chose qui, tout au moins formellement, est au centre des mouvements sociaux. Oui, c'est pareil en France. C'est pareil en France. Bah oui, c'est-à-dire quand tu vois ça, tu dis, lutter contre ça, ça va être très difficile, ça va obliger à reformuler toute une base de laquelle on puisse partir. Ils font ça, c'est déjà de 20 ans, c'est des étudiants de 20 ans, de 20 ans qui divulguent des conneries pareilles, qui sont des conneries, des conneries quand elles dominent les masses sont désastreuses, n'est-ce pas? Les fascistes sont des conneries, si tu les prends comme ça formellement, point de vue de théorie philosophique, c'est quelque chose sans queue ni tête. Mais quand elles s'enracinent dans l'histoire, là, c'est pour ça que je disais que je désespère. Moi, j'ai envie de te poser une question. Après, on passera justement peut-être à une grande forme de conclusion. Mais j'ai envie de te poser une question qui me titille. Parce qu'on parle de fascisme. C'est celle-ci, en l'occurrence, ça fait référence au titre du livre d'Otto Ruhl. C'est celui de fascisme brun et fascisme rouge. Qu'est-ce que tu en penses de ce titre de bouquin? Pour être utile à l'époque comme polémique, mais je crois qu'on ne doit pas reprendre cette idée. Non, le stalinisme, c'était tout à fait autre chose, à mon avis. D'ailleurs, tu vois dans ce livre, même quand je parle des deux en même temps, c'est-à-dire pour le cas de ce que j'appelle le métacapitalisme du Troisième Reich, et où je compare les champs de travail, l'esclavagisme d'État du Troisième Reich avec les camps soviétiques, mais que je vois une certaine possibilité de convergence, mais cette convergence, elle s'est dissoute peu après, donc il n'y a pas eu de continuité historique, je laisse la chose sans savoir
très bien comment la développer. Je laisse comme un point d'interrogation. Je dis, bon, le fait que ça n'a pas eu de continuité, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Et aussi, elle n'a pas eu de continuité. Alors, je ne sais pas très bien quoi dire. Aujourd'hui, je ne prendrais pas. Sinon, je crois que c'était des aspects différents. Enfin, il y a une base historique commune, oui, le développement commun de cette classe des gestionnaires, comme on parlait, des managers, des administrateurs et technocrates, oui, oui, oui. Mais ça, aussi dans le New Deal et dans d'autres, on trouvera. Alors, il faudrait aussi parler d'un fascisme, je ne sais pas de quelle couleur, d'un fascisme démocratique. Un fascisme vert. Fascisme vert, oui, mais comment s'il y a toutes les couleurs du spectre, on perd l'objet. L'objet d'analyse devient trop vaste et on le perd à un fascisme ultraviolette et infrarouge. Oui. Oui, justement, c'est ça que je me dis, c'est-à-dire on étudie les choses et en voyant, en regardant un petit peu le monde tel qu'il se structure, en voyant des gens de gauche racialiser les débats, éventuellement en ayant des formules typiques du critique du capitalisme financier qui ferait, je dirais, abonder dans leur sens des gens d'extrême droite. Quand on voit des gouvernements démocratiques quelquefois employer des méthodes autoritaires ou je ne sais quoi, on a l'impression que de se dire que tout est fasciste et finalement si tout est fasciste, il n'y a plus de fascisme. Voilà. Jean. Voilà, oui. Donc le problème c'est de savoir, je veux dire, qu'est-ce que c'est que le fascisme aujourd'hui parce que, je veux dire, il est évident que à l'ère, enfin, moi, ce que j'appellerais du totalitarisme marchand, quelle est la place du fascisme dans une économie capitaliste de notre époque ? Quand je fais cette dernière partie, métamorphose du fascisme, je parle du tiers-monde, mais le tiers-monde, c'est déjà le passé, n'est-ce pas ? Ce tiers-monde duquel je parle, sont le début des indépendances. Quand je parle de l'actualité, je dis que le seul endroit où il y a un fascisme classique, donc je définis à nouveau milice, c'est deux pôles, enfin deux pôles pour un régime, pour un mouvement, parti, milice, syndicat. Le seul endroit où il y a un fascisme classique, c'est en Russie. Ça, c'est une constatation incroyable, parce que c'est le seul endroit où il y a eu un communisme, n'est-ce pas ? Ce qu'on appelle le communisme. Alors, c'est un héritage précieux. Si j'écrivais aujourd'hui, j'ajouterais la Pologne. Parce que la Pologne, il y a quelques mois, a unifié les milices. Oui, c'est ce que tu me disais hier, oui. Voilà, et la semaine dernière, elle a officialisé les milices. Mais donc, sauf ces deux cas-là, je ne parle pas de fascisme classique. Bien sûr que j'hésite quant à certains aspects de l'islamisme et de l'hindouisme, ou certains évangélistes où on peut trouver, évangélistes chrétiens, où on peut trouver des milices ou des ébauches, des embryons de milices, et qui peuvent être des sortes de fascisme classique, oui, à la limite. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que j'appelle le fascisme post-fasciste. Et là, je parle du postmodernisme, du multiculturalisme, que je ne considère pas comme fasciste, mais comme rendant favorable un développement d'idées post-fascistes. Et de l'écologie. Je ne considère pas, je ne dis pas que les écologistes sont des fascistes, mais je dis que c'est un post-fascisme. Et à nouveau, je reviens pour le post-fascisme à cette phrase de Bardèche: pourvu que le mot de fascisme ne soit jamais prononcé, les candidats au fascisme ne manquent pas. Remarque, il devait désespérer avec ça, parce que lui, il voulait prononcer le mot de fascisme. Mais enfin, c'est une constatation.
Euh, mais précisément, le mot n'est pas prononcé. Mais, à mon avis, il y a tout l'intérêt à démontrer des réseaux, des échos, à faire la même chose que Jean-Pierre Faye a fait dans son langage totalitaire. La même chose méthodologiquement, je veux dire. Que Jean-Pierre Faye a fait dans son livre Langage totalitaire. Montrer des réseaux, des échos d'idées dans l'autre côté, des transférences d'idées, des petits groupes, ils peuvent être très petits, mais leur importance, c'est de transporter l'idée d'un côté à l'autre. Ça, c'est tout le tissu méthodologique de Jean-Pierre Faye dans les langages totalitaires. Je crois qu'il est indispensable pour faire une critique du post-fascisme actuel. Mais alors comment on peut est-ce qu'il faut obligatoirement l'appeler post-fasciste? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de le caractériser autrement? Par exemple, on a des courants ouvertement réactionnaires qui se nourrissent, en tout cas de différentes composantes idéologiques. Ça va de l'écologie à des formes antitechnologiques, en passant par des anti-industriels, ou des formes de décroissance qui viennent alimenter tous les débats très hygiénistes, tous des débats d'une critique anticapitaliste romantique, ouais. Et qui, pour le coup, amènent avec eux toute cette vision, justement, pour le coup, que je pourrais qualifier, de hygiéniste, élitaire, isolé, cénobite. Hein, tu vois, tout à fait, mais c'est dans le milieu de gauche que ça se développe. Oui, tout à fait. Les anti, comment vous dites en français, les décroissants, ouais. Les décroissants, c'est curieux parce qu'enfin, c'est quelque chose de typiquement français, c'est des croissants. Alors, je veux dire, alors parler de décroissant, c'est une sorte d'anti-boulangerie. Mais je trouve, encore en France, ça peut ne pas être rigolo. Mais au Portugal, qui est en train de mal sortir de l'austérité, voir une gauche qui prône la décroissance mène toujours à dire, mais quelle est exactement la différence entre ça et la Troïka que vous demandez? La seule différence, c'est que la Troïka dit c'est pendant quelques années. N'est-ce pas? Oui, exactement. Et les décroissants disent c'est pour toujours. Bon. Je n'ai pas peur, historiquement, d'un fascisme quand il se développe à droite. Il est trop caractérisé, mais il ne peut jamais se développer seulement à droite. Il doit se développer aussi à gauche. Et c'est là qu'est le problème. C'est quand ces décroissants dominent la gauche, c'est quand les écologistes mystiques. Remarque, il y a quantité de gens qui se disent écologistes, ambientalistes, etc., qui posent seulement des problèmes c'est des problèmes techniques, en fin de compte, comme tu ne peux pas exagérer l'exploitation de je ne sais pas quoi. Bon, mais c'est des problèmes technocratiques de gestion de matières premières. C'est pas de ça que je parle, ça c'est quelque chose de courant. Je parle de ceux qui font ces grandes constructions catastrophiques. Le monde va finir demain, parce qu'il y a déjà fini hier, si on prend les prévisions du Club de Rome 73, si je me trompe. Non. 74, non, je sais plus. Pardon? 74, je sais plus exactement. Oui, c'est dans ces années-là, oui. 14, 75, quelque chose comme ça. Si on prend leurs prévisions, bon, le monde serait déjà fini. C'est là qu'est le problème. Et c'est là que je retrouve, par exemple, ce défi à la mort, cette histoire de catastrophisme, millénarisme que tu as parlé, cette idée de la décroissance, mais c'est le métacapitalisme antiproductiviste du Troisième Reich. On dit c'est anticapitaliste. Oui, enfin, en effet, c'est aller contre
Sans doute que c'est anticapitaliste, mais c'est exactement celui-là, l'anticapitalisme que nous voulons. Quand tu dis un anticapitalisme, la critique romantique du capitalisme, on a oublié ça. On a oublié les idéologues allemands, enfin disons germaniques, puisque l'Allemagne n'existait pas à l'époque, les idéologues germaniques du début du 19e siècle, les disciples de Herder. Herder et ses disciples, on a oublié ça. On ne les lit plus. Et pourtant, ils étaient anticapitalistes, ils étaient anti-jacobins, ils étaient anti-rationalistes. Il serait indispensable de relire, de connaître les idéologues allemands, la philosophie romantique allemande de Herder et ses disciples et continuateurs. C'est-à-dire que c'est quand même la forme achevée des formes de dépolitisation aussi. C'est-à-dire que en parcellisant les luttes, en imposant une forme de d'ici et maintenant, de tout de suite, enfin du ici et maintenant, il y a comme des formes d'injonction paradoxales et qui sont des formes de dépolitisation, des formes d'invitation à la dépolitisation du combat, et notamment quand le sujet de classe est absolument pas convoqué non plus. Tout à fait d'accord. Aux années 80, quand la formule léniniste a péri, disons, et sont développés les mouvements sociaux, ça paraissait une chose excellente, mais les mouvements sociaux sont transformés dans cette fragmentation des luttes. Il y a le mouvement social pour les transports, et après il y a le mouvement social des homosexuels masculins, et celui des féminins, et le mouvement social des personnes avec des déficiences, on ne dit plus déficiences, on dit besoins spéciaux, ou besoins particuliers. Bon. Et le mouvement social de je ne sais plus quoi, et il n'y a pas de classe, bien sûr, là-dessus. C'est une fragmentation complète. Et donc, une dépolitisation. Parce que la politique, c'est la grande narrative. Et la grande narrative, c'est le totalitarisme. Et elle est absolument éloignée. C'est interdit. Par exemple, dans les facs au Brésil, c'est très difficile dans des départements de sciences sociales que quelqu'un parle de ces choses-là, à moins que ce soit dans les départements contrôlés par des marxistes orthodoxes. Mais là, il y a aussi d'autres problèmes. Mais sinon, on va dire non, ça c'est la grande narrative, ça c'est complètement impossible. On ne fait plus ça c'est le totalitarisme. Et pour autant, enfin, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça a un sens d'être antifasciste ? Enfin, je veux dire, au sens de l'acception qui nous est proposée justement par le roman de la gauche, à savoir cette espèce d'injonction à voter pour le candidat le mieux placé avec des épouvantails fascistes qui nous sont proposés, alors que finalement, en ce moment, les mesures sociales les plus antisociales sont prises par des gouvernements sociodémocrates, et le totalitarisme marchand fait plus que ces mouvements fascistes, enfin en France, au Portugal, je ne sais pas, qui sont relativement anodins, ou ces néo-droitiers, ou ces post-fascistes, même s'ils sont présents, la plupart du temps, enfin, la marchandise impose son ordre beaucoup plus autoritairement que ces post-fascistes qui sont certes existants, ils inondent la presse, leurs discours sont relayés par des officines dont les relais sont la petite bourgeoisie progressiste. Mais globalement, est-ce que plus grand des autoritarismes, à savoir le capitalisme, justement, serait pas caché par ce petit arbre fasciste qui nous est systématiquement montré pour nous cacher l'énorme arbre totalitaire qui est derrière, quoi? J'ai essayé de répondre de volets. Premier, je crois qu'on ne doit pas trop se préoccuper des élections aujourd'hui. D'un côté de l'autre. Il y a des gens qui disent « Ah, il faut voter nul, il faut s'abstenir toujours, etc. » Mais je ne vois pas de sens à ça. Si on ne peut pas faire une révolution par le vote, on ne peut
pas faire une révolution non plus par l'abstention du vote. Bien sûr. Il me semble que c'est une question secondaire. C'est un peu comme si, par exemple, tu prends le bus de temps en temps, non? Oui. Alors tu dis, bah, je ne prendrai jamais la ligne 38 parce que la ligne 38 est une ligne réactionnaire. Je prends toujours la ligne 27 parce que les bus 27 sont progressistes. Ben, on fout bien la ligne. Moi, personnellement, j'ai voté. J'ai voté 4 fois au Portugal. 2 fois dans le référendum de l'avortement. Il y a eu 2 référendums pour l'avortement. Le premier, l'avortement a perdu. Le deuxième, il a gagné. J'ai voté là. Et j'ai voté dans une présidentielle et dans une législative. Pourtant, il y a eu plus de 40 ans, il y a quantité de votes. Donc ça ne veut pas dire que je dis je voterai jamais, je vote jamais. Non, j'ai voté 4 fois, 2 référendums et 2 élections. Mais en général, je ne vote pas. L'année prochaine, je ne voterai pas du tout. Je ne vois aucun intérêt. Mais aussi que si je vote, aussi je ne... Pourquoi? Bon, pour le référendum de l'avortement, c'était différent. C'est une question de sociologie, de vie courante. Je crois que ça, c'était différent. On ne préoccupe pas beaucoup de cette question. Deuxième volet, l'antifascisme. Aujourd'hui, c'est un terme confus, pas éclaircissant. C'est pour ça que je parle de post-fascisme. Est-ce qu'on peut dire que le mouvement de Marine Le Pen et son papa, le papa maintenant il s'est fâché, mais enfin, qui est fasciste? Non, il n'est pas un mouvement fasciste, c'est un mouvement néo-fasciste. Bon. Est-ce que je peux dire que c'est quelque chose de très dangereux? Oui, je crois qu'il est très dangereux. Mais je crois que les lignes de clivage ne sont pas celles-là. Je vois plutôt des lignes de clivage en Europe comme fédéralistes ou anti-fédéralistes, souverainiste, comme on dit en portugais, partisans de la souveraineté nationale. Et cette ligne de clivage, si on la fait entre fédéralistes et partisans des souverainetés nationales, c'est une ligne qui croise la gauche et la droite. Exactement, oui. Pour moi, ce sont ces lignes-là qui sont en train de se faire. Je vois maintenant avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de préoccupation, d'émotion aussi, les migrations des réfugiés. Et je crois qu'il est en train de se formera à partir de là une autre ligne de clivage qu'on pourra en partie présumer et l'autre partie, il faut la voir. Bon, et essayer un peu de contribuer pour un clivage qui nous semblera la meilleure, disons. Et donc je crois que ça c'est bien plus important que de questions de vote utile, d'antifascisme, que parfois ce ne sont que des mots sans sens pour appuyer des gens totalement dépassés. Non, mais je disais ça par rapport à la mythologie qui est systématiquement déployée par la gauche pour la mobilisation électorale. Alors bien évidemment, moi je comprends ta position, hein. Personnellement j'ai jamais voté, mais si tu veux, je comprends que certains c'est une affaire personnelle, hein. Je comprends que les gens aient des illusions ou pas, ou qu'ils considèrent que ça a une utilité. Et que ça vienne se substituer malheureusement au mouvement social, parce que c'est souvent comme ça que ça se situe. Mais si tu veux, la gauche joue encore avec cette mythologie de mobilisation du corps électoral pour s'éviter justement d'être systématiquement attaqué sur ces agissements en termes de détricotage par exemple du code du travail par exemple actuellement en France, ou des choses de ce type-là. C'est-à-dire qu'elle joue encore cette mythologie pour ne pas se faire attaquer, et comme une espèce de marqueur qui vient, je dirais, la mettre, enfin, comme si la gauche au pouvoir était beaucoup plus honorable que la droite, quoi, si tu veux. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que cette mythologie est toujours instrumentalisée, et que le peuple de gauche, il tombe systématiquement dans le panneau, et que viennent l'accompagner dans cette mythologie, sous prétexte que la gauche c'est moins pire que la droite, toute l'extrême gauche du capital.
Donc c'est ça qui est systématiquement, je dirais, scandaleux dans cette utilisation de l'antifascisme, c'est que la mobilisation et les présupposés qui sont derrière sont soit pour l'extrême gauche de garder des postes et des prébendes et de se faire ouvertement acheter pour ceux qui peuvent se faire acheter, et puis les autres, bien évidemment, utilisent encore cette arme stratégique pour mobiliser le corps électoral comme cache-sexe justement du fait qu'il n'ait rien à dire et qu'ils enfoncent le clou du détricotage, du détricotage, par exemple, de certains acquis sociaux, par exemple. Quand j'étais très jeune, et j'ai commencé à militer au Parti communiste portugais, j'ai commencé à militer en 62, mais enfin, en tant que sympathisant, disons. En tant que militant, j'ai commencé à militer en 63. La ligne développée par Álvaro Cunhal, le secrétaire général du parti, qui était un politicien intellectuel très important, déjà mort, était celle qui divisait politiquement entre le salazarisme et une demi-douzaine de monopolistes et les Portugais honrables, c'est-à-dire les Portugais honorables. Les Portugais honorables étaient les travailleurs et les patrons anti-salazaristes, antifascistes. En 1964 est venue une scission importante dans le mouvement communiste, la scission pro-chinoise, provoquée par un des dirigeants du Parti communiste, Francisco Martins Rodrigues, qui a mis en cause toute cette idée d'unité nationale contre Salazar, les Portugais honorables, etc., et qui a commencé à faire l'analyse de classe au-dedans de l'antifascisme. Tout mon développement politique est sorti de ça, est sorti de ce besoin de faire une analyse de classe au sein de l'antifascisme. Et je continue à être quelqu'un qui suit ce développement. Quand on parle d'unité pour empêcher que le candidat de Marine Le Pen gagne la préfecture, je ne sais pas quoi, parce qu'en France, ça a un sens, au Portugal, n'a pas, parce qu'il n'y a pas d'extrême droite visible au Portugal, extrême droite classique, fascisme classique, comme ça, il y a, mais c'est pas une demi-douzaine de personnes, pas significatif. Mais en France, non. Oui, bien sûr, je ne veux pas que Marine Le Pen soit dans une préfecture, mais le problème là, je crois qu'il est un autre. La question n'est pas seulement économique du capital ou politique du capital, c'est aussi une question de système de vie. On vit, n'est-ce pas? Le capitalisme existe et malgré ça, on continue à vivre. On veut sortir d'une certaine façon, on veut avoir une certaine sorte de liberté privée, de privacité, etc., etc. Et ces gens-là, Marine Le Pen et compagnie, ne le veulent pas, veulent imposer une autre forme de vie. Dans ce sens-là et dans cette perspective-là, je trouve tout à fait correct et même indispensable d'empêcher que ces gens prennent des préfectures, quoi que ce soit. Mais sans aucune illusion sur le caractère, sur la question anticapitaliste des autres. Seulement parce que ils nous rendent la vie, Front National, nous rendra la vie bien plus inconfortable, non confortable que celle qu'on... Même si les gens sont exploités ou quoi que ce soit. Je ne vois pas plus loin que ça dans les élections. C'est pas question d'antifascisme seulement ou quoi que ce soit. C'est à ce niveau-là que je vois. Quant au reste, c'est sûr. La droite a toujours des difficultés pour imposer des programmes anti-travailleurs. C'est la gauche qui peut imposer des programmes anti-travailleurs. Précisément parce qu'elle est gauche, à l'appui des travailleurs. Et alors, paf, viennent les restrictions. Le premier qui a mis dehors, avec les menottes aux mains et des... comment ça s'appelle aux pieds, là, c'est pas des menottes pour les pieds, enfin, j'oublie.
les travailleurs immigrés, c'est Mitterrand. Ils ont expédié en Afrique comme ça, les travailleurs illégaux. Mais le premier. Et ils pouvaient le faire parce qu'il y avait des communistes au pouvoir. Le premier foyer d'immigrés qui a été détruit par des bulldozers, où était-ce? Dans l'Amérique communiste. Ben voilà, Mais oui. communiste. Et combien d'intellectuels du Parti communiste ont démissionné à l'époque? Un ou deux. Si je ne me trompe pas, Balibar est sorti à l'époque. Il y avait un des althusériens qui est sorti. Si je ne me trompe pas, c'est Balibar. C'était pas Balibar, c'était l'autre. Ça, on oublie, bien sûr. On dit, ah ben, c'était des fascistes. Non, c'est la gauche qui l'a fait. Très bien. Alors, je suis en train d'être contradictoire avec ce que j'ai commencé à dire. Non. Parce que malgré tout ça, il y a une latitude de mœurs qui nous est plus avantageuse quand les fascistes ne sont pas au pouvoir dans une certaine préfecture ou en autre. Oui, au pays, bien sûr. Oui, mais est-ce que à l'ère de, on parlait des catégories marxistes la dernière fois là, mais est-ce que à l'ère de la soumission formelle du travail sous le capital, on est, et je reformule, dans une société bloquée où vraiment les fascistes seraient à la porte du pouvoir jouant. Parce qu'il y a une espèce de, il y a le chantage fasciste qui est instrumentalisé par les gouvernements sociaux-démocrates, mais est-ce qu'on est à l'époque d'une société aussi bloquée qui permettrait à des fascistes ou à des post-fascistes d'arriver au pouvoir? Non, à mon avis, non. Bon voilà, donc pourquoi, je veux dire, si on est à peu près clair dans nos analyses, on comprend bien l'instrumentalisation qui sont faites par les gouvernements pour arriver à leur fin. Enfin moi tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que je veux dire que à l'ère du totalitarisme marchand, il n'y a pas mieux pour contrôler les individus dans leurs entrailles, jusqu'au point de leur faire intégrer ce que le fascisme s'autorisait à faire avec une lampe torche dans les cinémas. Maintenant, il les fait intégrer, c'est-à-dire les commandements qui sont intégrés, cette capacité à s'auto-fliquer, à fliquer les autres, à enrégimenter les autres, à les faire marcher au pas cadencé. Le capital le fait sans avoir un colonel derrière soi, quoi. Toute cette critique que les Marcuse faisaient aux mass médias, aux grands moyens de diffusion sociale, télévision, etc. À l'époque, aux années 50, quand il a commencé à la faire, mais il la faisait parce qu'il avait le fascisme dans sa tête. Il voyait là un renouveau technocratique du fascisme. Mais le premier, à mon avis, de ma connaissance, qui a fait cette critique, c'est Speer dans le procès de Nuremberg. Et tu vois ça, ce discours est transcrit dans son livre de mémoire au cœur du Troisième Reich. Il voyait dans la télévision l'aggiornamento, n'est-ce pas, le renouvellement de ce qu'avait été le régime de Hitler. Donc, un principe, aujourd'hui, ne serait pas utile, ces formes de fascisme. Dans une version bien antérieure au livre de 2003, qui s'appelle aussi Labyrinthe du fascisme, c'est une thèse de doctorat, cette version, j'avais un chapitre sur le football et le rock, les supporters, comment on dit ça? Les supporters. Oui, les supporters dans le football et les concerts de rock, etc. Où je voyais une forme de mobilisation parafasciste, ou similaire au fascisme, ou avec possibilité de devenir fasciste, surtout dans le cas anglais. Il faut être très ouvert quand on fait des analyses historiques sur des procès qu'on est en train de vivre, des procès en cours. Parce que l'histoire elle-même, elle aide l'historien, elle synthétise, n'est-ce pas? Il y a maintes caractéristiques qui sont mises de côté.
par développement historique, alors les historiens ne les prennent pas en considération. Mais quand on vit un procès, on ne sait pas qu'est-ce qui sera important demain. Donc il faut être ouvert dans les... on ne peut jamais être sûr de rien. Quand on fait une analyse de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que j'hésite beaucoup. Quand tu me fais des questions sur aujourd'hui, bien sûr, je suis bien obligé à prendre des décisions, mais je me dis toujours, bon, est-ce que c'est la bonne décision ou pas? De toute façon, c'est celle que je vais prendre. Mais comment être sûr? Comment être sûr comment les choses se développent et qu'est-ce que c'est la question plus importante ou non? De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'aux années 30, aux années 20, aux années 30, il y avait besoin que tout le monde soit ensemble pour tirer le bras en même temps, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce besoin. Chacun peut être chez soi en voyant la télé. Mais c'est exactement ce qui se passe dans les rapports de travail. Le Fordisme avait besoin que tout le monde soit ensemble à l'usine. Aujourd'hui, avec l'informatique, les gens peuvent être dispersés, chacun travaillant chez lui. Et tu as un système central qui, à travers l'informatique, contrôle tous ces travails éparpillés. Donc, les gens sont dispersés au niveau des gens eux-mêmes, au niveau des travailleurs eux-mêmes, sont dispersés. Mais au niveau des centres de décision, ils ne sont pas dispersés du tout. Et ça, on n'a pas encore une forme sûre de lutte contre ça. Il y a 2-3 années, on disait, les Facebook et le Twitter. Mais on a vu ce que c'était, ce qui est résulté des printemps arabes, n'est-ce pas? Ah bah oui, ça s'est effondré. Oui. Voilà, et une bonne partie des gens du printemps arabe, je crois, qui est en train de traverser la Méditerranée, où on l'a déjà fait. Tout à fait. Alors, je ne sais pas quoi te dire, mais il faut chercher. Non, moi c'était surtout ce que j'avais envie de faire passer, c'est que les politiciens jouent avec la mémoire. Le Parti communiste, le Parti socialiste en France, par exemple, en font leur chou gras. Ils utilisent toujours. Il y a une mobilisation historique qu'ils arrivent à faire au travers de la thématique antifasciste, sans regarder véritablement ce qui se passe face au totalitarisme de la marchandise. Ceux qui, dans leur coin, traduisent dans leur communauté, dans leur petite secte écologiste ou multiculturelle ou identitaire, bricolent, même si on peut comprendre leur caractère réactionnaire, ne font que bricoler leurs petites identités qui, fondamentalement, n'est rien face à ce qu'impose la marchandise. Donc on peut bien les considérer comme importants, comme irradiants, comme venant nourrir les mouvements intellectuels, les organisations politiques, comme des think tanks, enfin comme des matrices intellectuelles. Mais face au totalitarisme marchand, a priori, il y a beaucoup de choses qui sont diluées, aussi bien les identités de classe que le sujet historique prolétarien qui a disparu, comme les projets politiques d'envergure totaux. Comme celui de transformer simplement comme l'avènement d'une société communiste par exemple, qu'on a lâché. Donc il est vrai que face à la fin des grands récits, comme tu disais tout à l'heure, face à justement... des narratives récits. Oui, voilà, récits, face à l'abandon de récits, face à la transformation totale du monde, qui est toujours assimilée à être une transformation totalitaire, il est évident que le boulot est grand, et il est énorme. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas, bien évidemment, transiger, à savoir une forme d'universalisme, la primauté de l'analyse de classe dans le réel, une forme de rationalité, de rationalisme, de décryptage du monde.
Ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut absolument pas lâcher, qui nous permettent justement d'entrevoir peut-être une porte de sortie et ne pas sombrer dans les formes d'irrationalisme, Ouais. toutes les théories qui nous ramènent à la terre, au sang, au sol et toutes ces merdes. Il est évident qu'elles ne nous feront que justement sombrer dans tous les délires réactionnaires et ce que toi tu qualifies de post-fasciste, quoi. Tu as remarqué, bien sûr, qu'aujourd'hui, on ne dit pas, je parle de la gauche, capitalisme, on dit néolibéralisme. Oui, oui, tout à fait, pour pas parler de capitalisme, bien sûr. Le seul endroit où je vois une notion de, de capitalisme et de classe, je parle dans ce que je lis couramment, Oui, c'est oui. dans l'Économiste, parce que je suis un lecteur fidèle et habituel de l'Économiste depuis de nombreuses années. L'économiste, oui, les capitalistes, oui, ils croient bien au capitalisme et aux classes sociales, Bien etc., sûr. au processus d'exploitation. Ah, sans doute. C'est pour ça que je lis l'Économiste. Pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Mais c'est quand même incroyable que ce soit les capitalistes à employer, ils seuls à employer des concepts qui devaient être des concepts courants dans la gauche, mais non. L'anticapitalisme a disparu, on attaque le néolibéralisme. Mais si tu demandes aux gens, mais très bien, qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? Ils ne savent pas te dire. Ils disent, ah ben c'est le triomphe du marché, mais tu dis, mais alors, avant le marché n'était pas, triomphait pas, comment est-ce? Et alors, on ne réussissent pas à définir le néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? C'est la façon de parler sans parler du capitalisme. Bien Sans sûr. parler de classe. Il n'y a pas de classe. Il y a des sujets éparpillés. Bon, fragmentaire, irrationaliste, sans opposition au capital, qui n'existe plus. D'ailleurs, il y en a qui défendent qu'il n'existe plus avec l'informatique, le capital a disparu. Il n'y a plus de loi de la valeur. Oui, la valeur, bien sûr, elle a disparu avec l'informatique aussi. Voilà, oui. Bon, et ça, c'est quoi? C'est les discours dominants dans la gauche. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas lâché des positions historiques propres au mouvement ouvrier jouant? Lâchées. Bien sûr, elles ont été totalement perdues. C'est plus que lâché, elles sont disparues de l'horizon. Mais il faut faire quoi pour qu'elles reviennent? Ah oui, ça, on peut crier seul dans son coin et dans un... Ça c'est possible de le faire, mais on va se faire Voilà, très mal à la gorge, oui. voilà. Mais c'est disparu, oui, c'est disparu. Oui, mais on peut déjà essayer de critiquer toutes les formes d'irrationalisme de la pensée, tous les discours déguisés qui justement travestissent la sémantique, toutes les théories managériales qui viennent justement comme des dispositifs pour mettre les gens dans des formes de relations entre eux qui sont déjà viciées. Enfin, on a quand même des possibilités, alors aussi très modestes, hein, mais en tant que militant, si tant est que je me considère comme militant, on peut essayer en tout cas d'essayer de contrebalancer tant qu'on peut tous ces dispositifs, toutes les choses qui se mettent en place, aussi bien au niveau des discours qu'au niveau pratique, pour ne pas déjà essayer de ne pas se laisser emporter soi-même dans le flot de la bêtise, quoi, ou de l'enrégimentement. Sans doute, sans doute. Mais je suis très sceptique sur les possibilités, sur les capacités que nous avons. Mais bien sûr qu'on doit faire ça, avant tout parce que son temps que nous devons faire ça. On n'est pas dans l'autre courant, donc on va faire ça. Mais je préfère regarder des grands mouvements sociaux. À la question des réfugiés, des migrants, on ne sait pas comment on doit les appeler, enfin cet énorme mouvement migratoire. L'autre jour, il y a 2 ou 3 jours, j'écrivais un message à un ami, un camarade, et je disais, bon, les gens ont oublié l'internationalisme prolétarien, ben voilà, c'est ça l'internationalisme prolétarien. Mais c'est un fait, c'est ça l'internationalisme prolétarien. C'est que quand tu as des milliers, des centaines de milliers de gens venus d'une quantité de pays et qui s'éparpillent dans une autre quantité de pays, ça crée une base sociale qui servira à quoi? Ben, je n'ai aucune idée. Comment peut-on savoir avant tout à quoi ça servira? Mais
pour le moment, je crois que ça servira tout au moins à faire ressortir que l'idée d'un internationalisme prolétarien a une certaine raison d'être, pratique, affirmée par des centaines de milliers de personnes. Bon. Et ça servira aussi à une certaine critique des postmodernistes, des multiculturalistes, pour qu'ils démontrent ce qu'ils appellent l'eurocentrisme. Oui. En disant, bon, mais où est-ce que ces gens sont en train d'être et ils veulent, quand ils disent on veut venir en Europe parce qu'ici il y a une liberté et il y a du travail. Ben voilà les deux valeurs. Il semble qu'on est revenu au début du 19e siècle. C'était les deux, c'était deux grandes valeurs. Ils veulent simplement travailler, être exploités et pas être tués. Bon, alors là on a quelque chose d'où partir. Non, mais ce que tu dis en gros, c'est que de la vie naît forcément de la conflictualité sociale et du débat, quoi. Ben voilà. Oui, bien sûr. On doit renouveler, à mon avis, on doit renouveler, pas nos idées dernières, mais l'échafaudage que nous avons de nos idées. Les clivages vont être différentes. Elles sont en train d'être différentes devant ce procès migratoire. Très bien. Alors on a besoin d'adapter notre structure d'idées à ce nouvel clivage et de renouveler notre discours par rapport à ce nouvel clivage. Maintenant, ce qui est pour nous fondamental, caractère de classe, anticapitalisme, etc. Mais sinon, mais ce qu'on peut faire, on est tellement peu. On a été tellement peu aussi dans le temps, certaines époques. Je suis à Paris, bon, je me souviens, je réfléchissais, là, après 68, quand les éditions de Lefebvre, Spartacus ont commencé beaucoup de gens achetaient, parce qu'avec le mouvement de 68, des auteurs et des mouvements complets, des expériences historiques totalement oubliées, à nouveau on voulait les connaître. Très bien. Et ça se vendait là, donc les bouquins de Lefebvre, qui sont accumulés chez lui pendant quoi, 10, 20, 15 ans sans se vendre. C'était une époque terrible pour la gauche anticapitaliste des années 50. C'était totalement isolé. Et quelle était la démagogie à l'époque? Ou bien le camp communiste, ou bien le camp du capitalisme. Alors, tu as ça très bien dans le bouquin de Simone de Beauvoir, Les Mandarins. Surtout à propos des camps de concentration soviétiques, à propos du personnage qui représente Camus et l'autre qui représente Kravchenko dans le procès Kravchenko, les Français. Oui. C'est la même chose qu'aujourd'hui, ou bien Marine Le Pen, ou bien nous. Simone de Beauvoir, je trouve ce bouquin, Les Mandarins, un bouquin extrêmement lucide, même d'une lucidité énorme. Aujourd'hui, la démagogie est une autre. Pardon, pas la démagogie. La démagogie, elle est même. Les fantômes de la démagogie sont d'autres. Le processus démagogie est le même. Et ça, on doit l'éviter, bien sûr, ça. Mais on l'évite et on s'isole, ça sent. Mais si on s'isole, on crie avec les autres, et alors on n'est plus nous-mêmes. Oui, d'un autre côté, je dirais que quand on a touché le fond, on peut que remonter. Hein. Oui. Non, mais pour être optimiste dans cette conclusion, je dirais simplement que, justement, c'est peut-être au fond du trou qu'on voit le mieux le trou, mais on peut relever la tête. Quand on a touché le fond, il y a aussi une autre alternative, qu'on reste dans le fond. Oui, oui, ça c'est pour prolonger la note optimiste, je vois.
Ouais, oui, si on veut, si on dit qu'on doit remonter, mais Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'un combat qu'on n'aurait pas commencé, si tu veux aussi. oui, bon, ça, c'est sûr. Et de toute façon, s'il y a capitalisme, il y a contradiction. S'il y a Exactement. contradiction, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et s'il y a des gens qui ne sont pas contents, il y aura une activité. Exactement. Puis on peut pas se les mourir, on peut pas se laisser mourir de faim, on peut pas se laisser écraser, enfin, sauf à être effectivement complètement laminé. Mais je veux dire, Ouais. tant qu'on a un petit peu de jugeote et un petit peu de lucidité, effectivement, on ne peut pas ne pas euh, réagir en tout cas. En tout cas, essayer de prendre tout ce qui nous tombe sur la figure sans aucune réaction, hein. Oui, mais à mon avis, il y a une étape qui est close et on ne doit pas trop se laisser prendre aux formulations de cette étape close. Sauf que la nouvelle, je ne sais rien dire parce que moi, je suis quelqu'un qui a été formé dans l'autre. Mhm. Je ne sais pas, c'est pour ça que je dis fascisme post-fasciste. Qu'est-ce pourrait être un fascisme aujourd'hui? Je suis en train de lire l'index, la table des matières. Point d'interrogation. Mais tu vois, j'ai laissé ça un peu. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis trop formé dans le passé pour pouvoir dire quelque chose Mais de est-ce qu'on n'est pas face à finalement qu'à de multiples courants de réaction ou de restauration qui se battent en tuelle comme des formes, je dirais, préhistoriques, qui viennent simplement titiller, je dirais, l'autoritarisme des autoritarismes, qui serait le capitalisme achevé, quoi, achevé dans sa forme de déploiement. Il s'est déployé jusqu'aux deux interstices de notre cœur, quoi. Oui, mais en même temps se développe quantité de choses où il n'y a pas de marché. Tu as remarqué que l'idée de gratuit s'est développée énormément avec l'Internet. Il y a quantité de choses en Internet qui sont gratuites. Oui, il y a toujours quelqu'un qui paye, en fait, hein, en dernière instance. Il y a toujours quelqu'un qui paye parce qu'il y a les publicités, etc. Mais par exemple, il y a des bouquins et des articles que tu es interdit de voir, tu dois payer. Mm-mm. Mais il y a des gens qui, par idéologie, copient ça et le mettent dans des sites que tu peux consulter gratuitement. Ils font ça effectivement par idéologie. Mm-hmm. Ils sont des anticapitalistes. Je ne sais pas s'ils sont des anticapitalistes, mais ce sont des gens qui croient que ce sont des choses dispersées. J'ai beaucoup plus d'espoir maintenant dans des gens dispersés, moins idéologiques, le gars qui est dans les qui avec l'ami, qui ne regarde pas la télé, et qui préfère causer avec l'ami ou aller à la pêche que regarder la télé. J'ai beaucoup plus d'espoir dans ces gens-là que dans les étudiants de sciences sociales. Bah oui, heureusement. Ah, Je partage ton avis, Jouan, hein. pardon? Je partage ton avis. Oui, tu vois où je veux arriver, Bien sûr, bien c'est-à-dire sûr, bien sûr. des petits gens qui se considèrent petits gens, les autres considèrent petits gens, qui vont dire bah, moi je suis monsieur tout le monde, quoi. Mais pourtant, je crois que c'est de là que sortira. Oui, oui, bien sûr. Mais pour autant, il est évident qu'on ne peut pas concevoir tout cela sans une forme de perspective, sans Non. qu'elle soit caricaturale ou imposée. Je veux dire, tout mouvement impose sa perspective et son mode de réflexion collectif, et c'est comme ça que je l'entends, hein, pas un truc extérieur, léninisant ou je ne sais quoi. Mais je veux dire, ça, je pense que dans l'action, le projet sera affiné et la perspective sera structurée, quoi. C'est la plus grande partie de ma vie à écrire. Oui, Donc je ne doute pas de l'utilité. C'est essayer de conceptualiser, de rendre plus claires les choses. Ce qui m'intéresse,
rendre les choses plus claires. Mais ça veut dire que je ne doute pas de l'utilité de ça. Mais aussi, je crois que c'est une utilité limitée. Je ne passe pas ma vie au café ou en buvant du pinard. Mais je travaille, j'écris, je fais méditer, organiser, d'autres choses comme ça. Mais je crois qu'il y a besoin de beaucoup d'autres choses. Ça, c'est nécessaire, sans doute que ça, c'est nécessaire. Mais ça ne porte pas si loin qu'on aimerait. Il faut être modeste, ou tout au moins ce que les idéologues généralement le sont. Oui. On ne va pas l'idée qu'on va changer tout parce qu'on a proposé. Bien sûr, mais alors là, loin de moi de penser ces choses-là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est contribuer pour que les idées soient claires. Oui. D'un débat résulte des idées claires, beaucoup plus que des réponses dogmatiques qui souvent empêchent de voir et nous empêchent nous-mêmes. Bien sûr qu'on a besoin de donner des réponses. Ça, c'est comme ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Mais la question du débat est de rendre claires les idées, de conceptualiser des interrogations. Ça, je crois que c'est plus utile. Mais à part ça, autre chose encore, quand je disais tu remarques la quantité de gens, je parle des gens, pas des intellectuels, des gens communs, des travailleurs, des personnes courantes, qui cherchent des informations sur l'Internet, qui ne sont pas satisfaits avec le journal, la télévision, etc. Je crois que ça, c'est une indication précieuse. Ça montre que ces gens ne sont pas satisfaits avec ce qu'on leur présente et qui cherchent. Le seul fait de chercher un renseignement, une information, chercher des nouvelles est quelque chose en soi-même précieux. Bien sûr, mais c'est un signe optimiste, positif. Voilà, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Comment on pourrait conclure, Jouan? Parce que non, mais c'est vaste, mais c'est très intriguant que tu te sois. Enfin, c'est pas si intriguant que ça finalement. Que tu sois né dans un pays fasciste et que cette somme qui fait quasiment 2 volumes, enfin, si on devait les imprimer, paraissent. Enfin, on l'impression que c'est toute une vie consacrée aussi au fascisme, entre autres choses, hein, puisque tu as aussi travaillé sur d'autres sujets, mais c'est très étonnant c'est pas très étonnant finalement que tu aies structuré ce bouquin. Quelle est l'idée force que tu as envie qui te tenait à cœur absolument pour ce travail sur le fascisme et qui peut être mise en relation avec justement avec le fait que tu sois né dans un pays fasciste, voire même si je tente un peu de psychologie que ton père ait été proche des courants fascistes. Oui, elle était mussolinien radical, très irrationaliste, Bergson, etc. Ça m'a bien aidé parce que c'est-à-dire je comprends ça plus vite. Mais oui, j'ai vécu au Portugal, mais j'ai vécu en France assez longtemps, d'abord sans discontinuer, après la moitié de l'année. J'ai vécu presque 30 ans au Brésil. Non, je ne peux pas dire que je sois strictement portugais. Je pensais l'autre jour, pourquoi j'ai écrit ce livre-là et pourquoi ce livre-là est mon dernier livre, et ça, mon dernier livre, mon dernier travail. Et je suis arrivé un peu à cette conclusion. Je ne sais pas si c'est exact ou non, mais c'est ce que j'ai pensé sur moi-même. Parce qu'en écrivant sur le fascisme, je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne suis pas obligé de dire avec quoi je suis d'accord. Alors, dans une époque où je suis très très sceptique et très hésitant sur les formes que la gauche doit, je dis gauche anticapitaliste, donc les capitalistes doivent adopter,
c'est bien plus facile pour moi de critiquer que de proposer. Bien sûr, un critiquant, on propose, oui, c'est vrai, un critiquant, on propose, mais c'est autre chose. C'est plus facile pour moi de faire ça. J'ai pensé que ce serait ça, inconsciemment de ma part. Mais comment je vais savoir si c'était inconscient? Peut-être je me gourre maintenant sur ce qui m'a mené à écrire le livre sur le fascisme. Mais je crois que c'est... Je crois que je ne me trompe pas, non. Tu veux dire que c'est une définition en négatif? Ouais, c'est plus facile pour moi maintenant de faire ces définitions négatives. J'aurais beaucoup de difficultés, par exemple, un livre comme L'économie des conflits sociaux, j'aurais beaucoup de difficultés si je devais faire une troisième édition mise au jour par l'auteur. Ah bah, je suis beaucoup moins sûr maintenant de certaines choses que quand j'ai écrit ce bouquin-là. Je l'ai écrit à un moment où les mouvements sociaux épanouissaient, répandaient, etc., où certaines formules semblaient très claires et très sûres. Et maintenant, je me dis, elles ne sont pas si claires, elles n'étaient pas si claires que ça, elles ne sont pas sûres, mais comment faire la critique? Je ne sais pas exactement. Tu vois, je ne réussirais pas à faire une troisième édition mise au jour de l'économie du conflit social, l'économie des conflits sociaux. Tandis que du fascisme, oui, je suis sûr des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça, oui, ça, je suis sûr. Oui. Mais est-ce que de militant politique, en fait, tu n'es pas devenu philosophe? Pardon? Est-ce que de militant politique, finalement, tu n'es pas devenu philosophe? C'est-à-dire, tu as accédé à une forme socratique de la pensée? Il y a un livre, il y a un gars qui c'est Rével, comment ça s'appelle Rével? Jean-François Rével a un livre que j'adore, que c'est Pourquoi des philosophes? Je trouve ce pamphlet magnifique, extraordinaire. Imagine-toi un gauchiste en faisant l'éloge. Oui, de Jean-François Revel, c'est assez particulier, oui. Oui, mais voilà, il est particulier. Oui. Tu sais qu'il prenait toujours contre Bergson, comment s'appelle le philosophe du parti Politzer. Oui, Politzer, tu veux dire du parti communiste? Oui. Oui. On ne s'attendait pas, disons, qu'il prenne Politzer. Mais Jean-François Rével, il dit, pourquoi des philosophes? Il dit, c'est inutile. La philosophie est devenue totalement inutile après Kant. Et il dit, philosophie de la science, elle doit être faite par des scientistes. Philosophie de l'histoire, elle doit être faite par des historiens. Philosophie de la littérature doit être faite par des écrivains, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'inutilité des philosophes contemporains. Pas de la philosophie, remarque. Il ne dit pas pourquoi la philosophie, pourquoi les philosophes. Des philosophes ou des professeurs de philosophie? Parce que c'est pas la même chose. Cultiver la sagesse, cultiver une forme d'art de sagesse, c'est quelque chose de très pratique. Être professeur de philosophie et professer des théories des philosophes, c'est encore une autre. Mais si tu prends la lettre, le pamphlet de Rével, ce qu'il veut dire, c'est, au lieu qu'il y ait des philosophes professionnels qui réfléchissent sur toutes les matières, tous les sujets de la connaissance, chacun doit réfléchir sur son sujet propre. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'y a plus la possibilité même d'avoir une réflexion professionnelle faite par des professionnels comme ça, générale, globale, de grands modèles, etc. Chacun doit réfléchir sur sa activité propre. Oui, je crois que c'est ça qu'on doit faire. Donc tu revêts des habits très socratiques alors? Oui, tu sais que je déteste Socrate à cause d'une chose. Il croit qu'on peut réfléchir seulement sur des mots. Bien sûr qu'on emploie des mots, mais quand il y a les sophistes qui
lui argumente avec des faits réels, toujours il passe au royaume des mots. Ah, Mais bah, ça, je parle du Socrate Platon. oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est le Socrate de Platon des idées et des idées. Ouais, le vrai Socrate, je sais pas ce qu'il disait. Mais oui, c'est socratique dans ce sens que tu dis. Oui, mais je crois que c'est Engels disait ça quand il disait qu'en fin de compte, la philosophie devait être seulement l'épistémologie. C'est ça, la théorie de la connaissance. Bah, c'est ça, c'est la réflexion que tu appelles socratique là. Oui, Qu'on appelle socratique, c'est ça. bah, c'est surtout dans ton aveu finalement enfin, dans ton aveu du fait que tu n'as plus trop de certitude et que tu sais que tu ne sais rien finalement. Oui. Sans ce sens-là, je veux dire. Oui, alors disons que je dirais, oui, je sais que je sais rien, mais je sais très bien ce que je ne sais pas. Tu vois. Donc ce sera la question. Ça sera la conclusion. Oui, mais... mais... ce que je ne sais pas. Mais ce que je sais, ça j'ignore. Non, mais ça, c'est le propre des militants politiques de pérorer sur des choses qu'ils ne savent pas. Mais tu n'es pas un militant politique, enfin, pas celui, pas politicien en tout cas. Ah non, enfin, faiseur de programme. Voilà, non, oui. non, je suis pas faiseur de programme. Je suis pas faiseur de programme. Non.